C'est-à-dire, c'est trop perché, mais t'as une carte que j'adore, qui est la roue de la fortune. Je sais pas si t'as déjà fait le tarot de Marseille, mais en gros, c'est une carte des singes qui sont sur une roue et ils tournent autour de la roue. Et cette carte, elle symbolise que dans la vie, tu as inévitablement des phases d'ascension et puis des phases de descente, des phases de prospérité, des phases d'austérité, des phases où tu enseignes, des phases où tu apprends. Et il faut apprendre à aimer ce cycle. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Alex, comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va super. Comme je te disais juste avant, grosse pression de te recevoir aujourd'hui parce que tu faisais partie au moment où j'ai lancé ce projet, tu faisais partie de mes invités goal. Je voulais absolument t'avoir et ça arrive beaucoup trop tôt dans mon cheminement, mon apprentissage du podcast et de l'interview. Donc là, j'ai pas le droit à l'erreur. Surtout que je rentre de vacances, donc je suis trop froid, donc je dois pas me claquer. Là, c'est un gros match pour moi aujourd'hui. Hein. Voilà, il faut juste que tu en aies conscience. Voilà. Écoute, si ça peut te déstresser, moi, un des premiers podcasts que j'avais fait, c'était Nouvelle École. Pour ceux qui connaissent pas, Nouvelle École, c'est un podcast qui a été arrêté depuis, mais qui, il y a quelques années, a été le premier podcast français à vraiment exploser, monté par quelqu'un qui s'appelle Antonin Archer, qui est un ami. Et je me souviens que je faisais partie des premiers invités. Et donc, pour lui, c'était un des premiers. Pour moi, c'était un de mes premiers. On était tous les deux, je pense, ultra stressés. Et au final, l'épisode a été génial. Déjà, on s'est éclaté, on s'est vraiment amusé. Et ensuite, quand je vois que cet épisode a été plus quali que des épisodes que j'avais beaucoup plus préparés après, je me dis qu'au final, tu vois, ne pas être prêt, c'est parfois la meilleure préparation. Et donc, j'ai hâte qu'on fasse ce moment ensemble. Bon, bah super. Bah, de toute façon, Nouvelle École, pour moi, ça a été un des premiers podcasts que j'ai écouté comme beaucoup. Et avec les podcasts de Mathieu Stéphanie, c'est les deux, pour moi, c'est les trois, parce que j'en écoute deux chez Mathieu, qui me passionnent et que j'écoute vraiment attentivement. Et ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ouais. J'aime beaucoup. Et c'est dommage que ça ait arrêté, mais au moins l'histoire était belle quand ça l'a fait. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, Alex, tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Je m'appelle Alexandre Dana. J'ai 32 ans, 33 dans quelques jours. On est dans 4 jours, le 29. Je suis fondateur de Live Mentor, qui est un organisme de formation pour des créateurs et des créatrices d'entreprises. Donc, on aide des personnes à se lancer avec des formations en ligne qui durent 3 mois chacune. On a un catalogue de 15 formations en ligne sur toutes les compétences nécessaires pour être entrepreneur, que ce soit comment tester une idée, comment se faire connaître sur les réseaux sociaux, comment monter un site internet avec un outil comme WordPress, comment utiliser le copywriting, comment structurer son activité en freelance ou son activité e-commerce. On a aussi une formation sur le business plan, on a des formations sur la productivité. On est en train de lancer des formations sur des thématiques hors entrepreneuriat, plus des thématiques d'amélioration personnelle, comme par exemple comment gérer ses finances personnelles. On réfléchit à des formations sur l'écriture, sur la prise de parole, sur la confiance en soi. Ces formations, donc, on les crée complètement en interne. Donc, on a un studio de production pour enregistrer les vidéos, créer les contenus. On a une équipe de mentors. On a 100 mentors en freelance qui sont formés à notre pédagogie, que je considère comme des membres de mon équipe et qui, chaque mois, accompagnent les personnes qui sont en train de suivre une formation sur Live Mentor. Il y a actuellement 1500 personnes qui sont en train de suivre une formation en simultané chez nous. Et à côté de cette activité de formation, on a décidé d'avoir une activité de média avec un magazine qui s'appelle Odyssée d'entrepreneurs. On a déjà publié plus de 20 numéros de ce magazine papier. Un livre qui s'appelle La méthode Live Mentor que j'ai écrit et qu'on a publié juste avant le premier confinement. Et puis, on essaye de publier un maximum de contenu gratuit sur les réseaux sociaux. On est aussi très soucieux de rendre nos formations le plus accessibles possible. Donc, on les a fait accréditer et elles sont reconnues par Pôle emploi et par le CPF. Donc, il est possible de se faire financer la formation pour ne rien payer. On
on a enfin une dernière activité qui est une activité qui, moi, me tient à cœur depuis le début, qui est l'activité communautaire. Moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai pas aimé du tout, pour résumer. J'ai été très peu présent. J'ai mis 5 ans à avoir mon diplôme au lieu de 3. Et je trouve que les communautés de grandes écoles ou d'universités sont soit inexistantes, soit reposent sur des mécanismes complètement déconnants. On a fait un gros travail pour fédérer une communauté sur nos alumni. Et on a plein de choses prévues pour que cette communauté s'apporte le plus de valeur dans les prochains mois, les prochaines années pour tous les membres. Moi, je suis complètement fan de ce que vous faites. Je vous cite comme exemple dans énormément de cas, c'est assez énorme. La question que je me pose, alors normalement c'est une question qu'on pose en fin d'épisode, mais je suis obligé de te la poser dès maintenant. C'est tellement abouti et c'est tellement big ce que vous avez fait que est-ce que tu avais imaginé dès le départ que ça ressemblerait à ça, sans parler forcément de la vision comme brute et méchante, comme on en parle beaucoup, mais est-ce que tu avais imaginé que ça ressemblerait un jour à un truc comme ça? Alors déjà pour moi on est très loin d'être abouti parce que moi je vois des problèmes partout et on a d'ailleurs adopté une philosophie de travail en interne, ça je pourrais détailler plus tard, mais qui est inspirée de ce qui se fait au Japon. Donc c'est une stratégie qu'on appelle la stratégie Lean, qui vient de la boîte Toyota et qui est une stratégie qui consiste à remonter tous les problèmes. Si tu vas chez Live Mentor, dans n'importe quelle équipe, tu vois des problèmes. D'ailleurs, moi, je suis à 2 doigts de me faire un nouveau tatouage, comme tu peux voir là, j'en ai un ici et un autre là. Et hier, j'ai eu l'idée de mon nouveau tatouage qui est une citation qui vient de la stratégie Lean. Pas de problème, c'est un problème. No problem is a problem. Tu vois, donc en gros, si moi je vais dans mes équipes et qu'on me dit qu'il n'y a pas de problème, je sais qu'il y a un problème. Tu vois, bon, donc ça veut dire qu'on n'est pas abouti et que le chemin il est encore très long. Mais c'est vrai qu'on a réussi à constituer un écosystème assez cohérent et solide pour que l'expérience soit la meilleure possible. Et est-ce que je l'avais imaginé quand on a commencé? Non. Alors premièrement parce que si tu refais toute l'histoire de Live Mentor, moi j'ai commencé à bosser sur cette boîte en 2011. Donc là je vais fêter mes 10 ans. J'ai créé juridiquement l'entreprise en 2012. Mais de 2011 à 2016, on opérait sur une activité complètement différente. On ne faisait pas de formation pour des créateurs et des créatrices d'entreprise. On faisait du soutien scolaire à distance, donc des cours de maths, des cours de physique. Donc, le chemin, il a été très, très long. Et d'ailleurs, durant toutes ces premières années, l'entreprise ne marchait pas du tout, on ne se payait pas, ou on se payait 1 mois sur 2. Donc, si tu vas vraiment à l'origine, non, il était impossible d'imaginer ça, tout simplement parce qu'on bossait sur quelque chose de différent. Après, c'est vrai que quand l'idée de changer d'activité en 2016 s'est cristallisée, quand on a voulu commencer à créer les formations pour entrepreneurs qu'on aurait aimé avoir nous-mêmes, on avait assez vite en tête de créer quelque chose de différent. Quelque chose qui ne repose pas sur des vidéos, mais qui repose sur l'accompagnement individuel. Alors après, on a testé plein de choses, mais on avait cet ADN de l'accompagnement, du mentorat qui était très fort dans la boîte. On venait de ce monde-là, on faisait des cours particuliers. Et puis, on sentait aussi que cette boîte devait être entre plusieurs mondes, entre plusieurs écosystèmes, qu'il fallait pas simplement regarder le monde des startups, parce qu'on fait de la technologie, donc oui, on a un côté très startup, mais on voulait aussi comprendre bien le monde des médias pour créer nous-mêmes du média de très bonne qualité, et comprendre aussi le monde des sociétés de services, des sociétés de conseil, parce que le cœur de notre proposition, c'est de l'accompagnement individuel. Donc, c'est essentiel pour nous de savoir animer une communauté de mentors. Donc, je dirais qu'on avait dès le début l'envie de faire quelque chose de différent et puis ensuite on apprend au fil de l'eau. Et justement, par rapport à c'est très rare, les gens qui mélangent ces grandes industries, ces grands pôles comme le service, la start-up, un petit peu l'infoprenariat, etc. C'est très rare les gens qui ont des carrières qui passent de l'un à l'autre. De la start-up au service un petit peu plus et vice-versa. Mais du coup, toi, comment tu t'es éduqué? Comment tu as compris les codes? Par exemple, parce que tu disais une centaine de mentors.
as beaucoup de salariés en interne, du coup, tu as également des consultants. Ça s'invente pas, en fait. Comment tu… Ouais, 100 personnes en CDI et 100 mentors en freelance. Ouais. Du coup, au niveau de la gestion de tout ça, comment tu t'es de tout ça, enfin de ces gens plus de tout de tous les process, comment toi-même tu t'es éduqué, comment tu t'es accompagné, tu t'es fait accompagner? Alors, il y a deux choses. Premièrement, tu commences par faire un peu tous les métiers toi-même. Donc, les premières formations, moi, je suis passé derrière la caméra. Les premières formations, j'accompagnais individuellement chaque personne inscrite. Les premières stratégies de communication qu'on a mises en place pour faire connaître l'entreprise, j'étais aussi dessus. Donc ça, c'est un premier stade qu'il faut surtout pas, il faut surtout sortir de ça au bout d'un moment parce que nul n'est omniscient et tu atteins ta zone de ton plafond très vite. Mais tu as une première phase qui est je vais tester quelques métiers qui vont en fait constituer le cœur de l'entreprise. Et à ce moment-là, effectivement, tu te rends compte que les personnes qui peuvent t'aider à comprendre le monde du produit, par exemple, les personnes qui peuvent t'aider à créer une plateforme technologique, une plateforme d'apprentissage. La plateforme qu'on a aujourd'hui, c'est pas les mêmes personnes qui peuvent t'apprendre à rendre tes formations finançables Pôle emploi ou CPF. Et donc, tu passes au deuxième stade qui est dans ton équipe, tu fais rentrer des personnes avec des expertises différentes, des personnes passionnées par le produit, des personnes passionnées par le mentorat, des personnes passionnées par la création de contenu, le storytelling, des personnes passionnées, ça existe, par la conformité, les spécificités du financement en France. Et en plus de constituer cette équipe avec des expertises variées, tu prends par contre des personnes qui ont toutes la même vision, le même goût pour la mission. Et ça semble vraiment tarte à la crème, tu vois, de dire ça, oui, mon équipe, tout le monde adore la mission, tout le monde adore la vision. Dans les faits, moi, je suis fier de pouvoir le dire, je sais que c'est le cas pour mon équipe. Et parce qu'on fait très attention dans le processus de recrutement, parce qu'on prend des gens qui parfois ont suivi certaines de nos formations, qui parfois ont lu notre livre, qui parfois ont consommé notre newsletter depuis des années, souvent des personnes qui ont une expérience d'entrepreneur, une expérience en freelance, une expérience en indépendant, et qui donc se sentent une proximité avec notre mission et celles et ceux pour lesquels on réalise cette mission. Typiquement, on a un groupe Facebook privé sur lequel on ajoute toute notre communauté, sur lequel il y a aussi tous les membres de l'équipe. Et ce qui permet à chaque membre de l'équipe de voir, tiens, cette personne vient de réussir son lancement sur Ulule, le lancement de sa marque, c'est génial, on est trop content. Tiens, cette personne vient de réussir à structurer son activité en tant que thérapeute à son compte. C'est génial de pouvoir lire son retour d'expérience et son énergie, quoi, de goûter à son énergie. Et à contrario, de comprendre également les difficultés et les choses qu'on doit améliorer dans l'expérience utilisateur, dans l'expérience client, j'imagine. Absolument, absolument. Il faut surtout pas avoir peur de mettre ton équipe en direct, en fait, avec le résultat. Il faut limiter au maximum la bureaucratie, il faut limiter au maximum la distance qui peut se créer entre le travail que fait chacun et le terrain. Donc, effectivement, on a des métiers très différents, des métiers qui normalement ne se croisent pas. Maintenant, la philosophie de regarder les problèmes, elle s'applique à tout le monde. Sauf qu'effectivement, des personnes qui font du développement web, je mime le code avec mes mains, eux vont bosser sur un rythme, sur une temporalité qui est un peu plus longue. Ça va leur prendre 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines pour mettre en place un chantier du début à la fin. Quelqu'un qui rédige par exemple une newsletter, ça va lui prendre 2 jours. Donc, on joue sur on accepte ces temporalités différentes, mais on se retrouve sur la vision, la mission commune et le fait de regarder les problèmes. Et au niveau justement de cette, ça a été quoi les outils? Ça se fait à partir du recrutement justement, cette impulsion, enfin vérifier qu'en fait la personne adhère réellement à la mission, à la vision de la boîte, ou est-ce que on teste et on égrène si jamais il y a on a des collaborateurs qui ne font pas l'affaire, qui ne collent pas réellement à ce que l'on veut faire. Comment toi tu gères ça? Ça se fait sur le recrutement. Ça se fait toujours sur le recrutement. Nous, par exemple, on bosse quasiment pas avec des cabinets de chasseurs de tête.
Quasiment pas. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. On a de la chance d'avoir beaucoup de personnes qui vont voir notre page Welcome to the Jungle, qui est la page sur laquelle on met nos annonces. On a la chance d'avoir beaucoup de recommandations de bouche à oreille. Et puis après, c'est vrai que moi, je prends la responsabilité, et mon associé Anaïs aussi, et puis d'autres personnes de l'équipe le font aussi désormais, d'aller proactivement chercher des profils. Et à dire, là, on a besoin d'une expertise spécifique sur ce métier-là. Donc, c'est ta responsabilité en tant que dirigeant. Moi, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn, en message privé. Je sais que tu as des gens qui passent beaucoup de temps à publier et à raconter beaucoup de choses de ce qu'ils font dans la journée, du début à la fin. Moi, tu me vois tout le temps connecté parce que je parle en message privé avec telle personne pour lui dire, écoute, nous, on a ces enjeux-là, on trouve que ce métier, il est passionnant, pour telle et telle raison. On est bon là-dessus, on est nul sur ça. Toi, tu as l'air d'être une brute du sujet. Je vais pas te dire que je veux te recruter maintenant. On va pas se marier le premier jour. Par contre, je te propose qu'on se fasse un café, qu'on se fasse une visio. Ça prend 30 minutes, 45 minutes. Je te jure qu'on va passer un bon moment. Et les gens acceptent. Les gens acceptent quasiment tout le temps. Tu vois, là, aujourd'hui où je te parle, tu peux aller sur Twitter. Et ça m'a fait rire. À 14h, j'ai eu un appel pour la première fois avec le directeur marketing d'une boîte française qui s'appelle Crisp. C'est un petit chatbot. Qu'on utilise également. Ouais, bien sûr, on l'utilise. Petit chatbot. Et Antoine, j'ai contacté la semaine dernière et je lui ai dit, mais j'aime bien ce que vous faites. Je suis sûr qu'on a plein de sujets en commun. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un appel? Il m'a dit oui, on s'est fait un appel à 14h. Et je voulais qu'il a mis sur Twitter, je viens de passer 30 minutes avec Alex Dana, j'adore Internet. Et parce qu'on se disait lors de l'appel qu'effectivement, c'est merveilleux d'être dans un monde où tu peux contacter n'importe qui. Tu peux te faire des amis, tu vois, pour parler très franchement. En fait, tu peux échanger avec des gens qui ont la même passion que toi. Et c'est vrai que on vient tellement d'un monde qui est sclérosé, où tu as de la hiérarchie, où si tu n'as pas fait telle école, telle université, tu n'as pas accès au réseau, on ne se rend pas compte en fait à quel point Internet chamboule complètement le truc. Là, Antoine, on a zéro connexion en commun, on n'a pas fait la même université, on n'a pas d'amis en commun. Non, juste, on s'est découvert via Internet, j'ai découvert ce qu'il faisait, il a découvert ce que je faisais. On se contacte, on se parle. Est-ce qu'on va se reparler un jour dans notre vie? J'en sais rien, mais en fait, c'était super chouette, quoi. Moi, j'ai appris des choses dans sa tête, que lui aussi. J'adore faire ce genre de rencontres. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui nous a amené ici aujourd'hui. J'ai mis une photo avec ton livre et au final, on a connecté. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation, pardon. Si on parle un peu de tes clients, aujourd'hui, ils ressemblent à quoi, à qui tes clients? Quel est leur parcours? Qu'est-ce qu'ils viennent réellement chercher chez toi? Alors, la personne qui suit une formation en moyenne sur l'aide mentor, c'est quelqu'un qui a entre 35 et 45 ans. Donc, c'est pas du tout le profil d'un jeune qui sort de grande école et qui rejoint un incubateur pour monter sa startup. C'est quelqu'un qui a entre 35 et 45 ans, qui est en reconversion professionnelle, qui à 80% est en dehors des grandes villes. À 2/3, nos apprenants sont des apprenantes, des femmes, et on en est très fiers. Et on a fait beaucoup de choses justement pour faire monter à la hausse ce pourcentage parce qu'on pense qu'il faut. C'est pas un constat, c'est une stratégie, ça. Par rapport. Ok, très bien. C'est une stratégie parce que c'est la statistique nationale, c'est l'inverse de ça. Historiquement, l'entrepreneuriat, c'est un truc de mec. Et avec mon associée Anaïs, qui est donc la directrice générale de la boîte, la vraie boss de l'Age Mentor, en fait. Hein. Moi, je suis là pour raconter des trucs en podcast, mais tu vois, la vraie boss, c'est Anaïs. On voulait vraiment casser l'image du magazine Challenge. Ceux qui font l'entrepreneuriat en France, t'as que des mecs. Et donc, dans nos contenus, dans les histoires qu'on raconte, on va te montrer des exemples de succès de nanas qui sont à leur compte, que ce soit des personnes qui lancent leur marque dans le e-commerce, comme Claudette Lauvencin, Fanny Abès de Fempo, que ce soit des artistes qui sont à leur compte, comme Marina Chiz, que ce soit des youtubeuses, comme Ina Mialage de ce dont je te parle, que ce soit des personnes qui créent des objets comme Anne Imbert de 23h59 éditions, qui fait des carnets de productivité, des carnets de développement personnel. Bref, on veut montrer que en fait, c'est fini le monde où c'était un truc de mec d'entreprendre.
Maintenant, ça appartient à tout le monde. On a aussi beaucoup de nos apprenants qui n'ont pas fait d'études supérieures et on est très fiers de montrer que, en fait, les études, ça sert un peu à rien. C'est plus du tout le modèle mental qu'il faut. C'est pas le sujet. Je caricature en disant que ça sert un peu à rien, mais ce que je veux dire, c'est que le monde où tu devais te former durant tes études supérieures pour ensuite savoir faire quelque chose et le faire toute ta vie, ça n'existe plus. Là, tu es dans un monde où tu dois acquérir des compétences tout au long de ton parcours, tout au long de ta vie d'entrepreneur, pour passer les différents obstacles. Et donc ça, c'est merveilleux parce qu'en fait, du coup, le niveau de départ, entre guillemets, on s'en fiche un petit peu. Le seul truc qui compte, c'est la courbe d'apprentissage. Et donc, ce sont des personnes qui, une fois qu'on a dit tout ça, n'ont pas envie de recruter 500 personnes et de faire une entreprise internationale, ont envie de créer une activité autour d'une passion. Une activité en e-commerce, une activité en freelance, une activité de thérapeute, une activité de coach, une activité de formateur, une activité d'indépendant. Donc, c'est des personnes qui ont des EURL, des SASU, des micro-entreprises. Parfois, on a des projets qui vont dans des dimensions très différentes. On a par exemple en formation Yuka, l'application mobile, il y a des millions d'utilisateurs. Mais 99% de nos projets, c'est quelqu'un qui vient seul, sans associé, et qui nous dit « J'ai un travail salarié où je l'ai quitté, je veux réussir à vivre de cette idée que j'ai. » Et nous, c'est notre mission, c'est de les accompagner, leur donner des compétences pour que le chemin soit plus rapide et que l'entreprise soit solide. C'est génial. Les enjeux derrière sont bien plus que réellement apprendre la compétence, c'est réellement à vivre de sa passion, arriver vraiment à… Il y a un côté émancipation, etc. Je trouve ça absolument génial. Sur nos formations, nous en interne, c'est un peu ça l'idée. Hein. C'est des gens soit qui veulent digitaliser ce qu'ils font, soit réellement qui veulent, qui ont pris peur pendant certaines périodes comme le confinement de l'an dernier, etc. Qui n'ont pas pu aller bosser, qui ont vraiment eu chaud, quoi. Genre vraiment des nuits blanches, des trucs pas cool. Et ils viennent chercher, ils viennent fabriquer leur propre parachute. J'ai un peu l'impression que c'est un petit peu ça l'avatar client, pour parler avec des termes un peu barbares, mais qu'on a en ce moment nous aussi en interne. Si on devait regarder un petit peu, parce que c'est un peu le thème quand même du podcast, mais les choses qui ont le plus de levier sur votre croissance. Si tu devais, admettons, en donner quelques-uns, ça serait quoi? Je dirais 3 choses. Le premier, c'est l'optimisation. Tu as dans les différents écosystèmes qu'on a mentionnés. On a dit, en fait, Live Mentor, c'est au carrefour entre une start-up, le monde du conseil, le monde des médias aussi, et le monde de l'infoprenariat. Dans le monde de l'infoprenariat, tu as une tradition qui est de créer quelque chose et ensuite le vendre pendant 10 ans sans jamais y toucher. Du coup, ça crée des choses qui sont obsolètes. Et nous, on a toujours été obsessionnels, non pas de lancer constamment de nouvelles choses, mais d'optimiser ce qui existe. Et donc, on regarde tout ce qui se passe dans nos formations. Les vidéos, par exemple. On peut mettre des pouces verts, des pouces rouges. On regarde dès qu'il y a un pouce rouge. On a une équipe qui est chargée d'appeler les personnes pour dire qu'est-ce qui n'était pas clair dans la vidéo, quel est le concept qui n'est pas passé. On a un studio qui met à jour les formations, qui les retourne, qui enlève certaines vidéos, qui en rajoute d'autres. On fait ce travail d'optimisation, on continue. On donne accès gratuitement aux mises à jour à toutes les personnes qui sont formées chez nous. En plus de ça, on écoute donc les retours qui nous sont faits. On nous a demandé de donner un accès à la vie à des webinaires collectifs. Donc, chaque semaine, on a des cours en direct. Les personnes qui se sont formées chez nous peuvent accéder au replay de ces cours à vie. Donc, tu as ta veille sur les compétences dont tu as besoin pour entreprendre qui te suit en fait durant toute ta vie d'alumni. Idem sur les mentors, sur l'accompagnement. Donc, on a créé un rôle qui s'appelle le mentor référent senior, qui est donc une personne en interne qui va être le référent pédagogique d'une équipe de mentors en freelance. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à constituer il y a 1 an. On est en train de consolider cette équipe, de mettre plus de gens dedans pour que chaque
menteur puisse lever la main et dire, dans cet accompagnement, il y a un truc qui se passe pas bien. Soit la personne me demande de l'aide sur un sujet que je ne maîtrise pas, soit on est en train de sortir du cadre de la formation, soit je suis dans une situation difficile comme quelqu'un qui est en burn-out. Ça peut arriver. Okay. Quelqu'un qui, au bout d'un mois et demi, te dit, en fait, je suis complètement en burn-out pour des raisons qui sont peut-être parfois pas du tout liées à mon projet. Comment est-ce que tu gères ça? Et donc, pareil, il faut optimiser. Il faut te dire, mon équipe de menteurs, en fait, elle est là pour apprendre des choses. Et donc, je dois les mettre dans une configuration où ils peuvent apprendre au quotidien. Idem sur la technologie, on optimise notre technologie de messagerie, on a refait entièrement la technologie pour qu'elle soit 3 fois plus rapide, pour que les pages se chargent plus vite, pour que tu puisses envoyer des notes vocales, pour que ce soit accessible sur ton téléphone portable, pour que tu puisses envoyer des pièces jointes, pour que tu puisses avoir des modèles de réponse, pour que tu puisses visualiser l'avancement de la personne dans la formation, pour que tu puisses donner des actions à faire, des étapes à réaliser. Donc, la première chose, c'est vraiment l'optimisation. Dans le but de faire du repeat business ou d'améliorer la qualité, le succès client. Ou les deux, d'ailleurs. En fait, la qualité, mais à 2 niveaux. Ça, c'est vraiment la philosophie japonaise. Tu optimises la qualité pour l'externe et pour l'interne. Pour que les personnes qui sont tes clients soient plus contentes, mais surtout parce qu'en interne, si tu n'améliores pas la qualité, tes équipes internes, elles souffrent. C'est pas marrant, tu vois, d'être sur des problèmes tout le temps. Donc, il faut les résoudre. Le deuxième point qui, je pense, a été fort pour l'animateur, c'est d'arriver dans un secteur et de dire, nous, on va faire les choses un peu différemment. On ne va pas tout mettre autour d'un nom. Tu as beaucoup de personnes dans le monde du développement personnel ou l'entrepreneuriat qui te disent, voilà qui je suis moi, voilà quel est mon parcours, faites-moi confiance, suivez ce parcours. Et c'est des niveaux de qualité très très différents et certaines personnes font extrêmement bien leur activité. Je ne veux surtout pas faire de généralité. Mais nous, on est arrivé en disant, on ne construit pas Live Mentor autour d'une seule personne, on construit une pédagogie sur laquelle on va itérer pendant des années. Et l'exemple qu'on a pris, c'est Maria Montessori. Tu vois, Montessori, ça fait 1 siècle. Et aujourd'hui, c'est présent dans plein de pays. Et nous, on aimerait construire la même chose. Et donc, on a dit, Live Mentor, en fait, c'est une collection d'histoires, c'est une collection de parcours, mais autour de 3 valeurs. La première valeur, c'est la passion. On aide des personnes qui sont passionnées par leur sujet. La deuxième valeur, c'est la résilience. On essaie de construire des activités qui survivent à l'épreuve du temps. Et la troisième valeur, c'est que le succès de l'entreprise dépend du développement personnel du fondateur ou de la fondatrice. Et donc, au cours de ces 3 choses-là, on construit nos expériences. Et je pense que la troisième explication de notre développement, c'est d'avoir compris que tout le monde n'est pas au même stade de sa réflexion. Et tu as des personnes qui sont prêtes à suivre une formation de 3 mois qui est intensive, et des personnes qui sont totalement au démarrage et ont plutôt simplement envie de lire un livre ou de lire un magazine ou de consulter un contenu X et Y. Et donc, d'avoir réussi à constituer ce catalogue, cet écosystème, ça nous permet de dire à chaque personne, voilà quelle est la bonne option pour toi à ce stade. Et en fait, on croit en fait beaucoup dans la valeur du temps, on croit beaucoup à cette idée que quelqu'un peut nous découvrir en 2021, progresser via notre blog, progresser via notre newsletter et 2 ans plus tard, décider de s'inscrire. En ce moment, tu dois peut-être voir comme moi, ça c'est très rigolo, regarde, je l'ai reçu encore ce matin, c'est horrible cette invasion de messages pour consommer son solde CPF. Son CPF, exactement, ouais, j'ai reçu aussi. Par exemple, moi qui suis pourtant, tu vois, directeur d'un organisme de formation, j'ai reçu ce matin de ce numéro que je connais pas, tu vois, 06 machin. Bon, votre solde CPF a été mis à jour. Consultez votre solde, réclamez votre formation intégralement financée. Alors, tu vois, j'ai cliqué sur le lien. Je sais pas comment ils ont mis le numéro de téléphone. Tu vois, ils l'ont acheté quelque part, c'est scandaleux. Et j'arrive sur mon cpf.info. Bon. Et ben ça, nous, on le fera jamais. On fera jamais ce genre de conneries. Parce que, déjà, on n'aime pas quand ça nous arrive à nous-mêmes. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de les mettre en spam, genre, du coup, je sais pas comment sur SMS, je sais même pas comment on fait. Je sais même pas si c'est possible, mais il doit y avoir un bloc machin.
Il doit y avoir un service de. On ne sait pas comment bloquer des. C'est horrible ce truc parce que quand ça m'arrive. Et en plus, on leur fait de la pub. Quand j'arrive par mail, je spam. Mais bon. Tiens, en plus, il y a un numéro masqué qui m'appelle. C'est peut-être eux, tu vois, qui sont au courant. Ils sont connectés. Ils sont sur le podcast. Mais voilà, nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas de démarchage. On ne fait jamais ça. On ne contacte par téléphone que des personnes qui sont venues nous voir et qui nous demandent des informations sur nos formations. On ne fait jamais de démarchage. On ne va pas acheter des listes de téléphones pour les appeler. On ne fait pas ça. Et je pense démarche intentionniste du consommateur et puis on voit. Je pense que tu en payes, tu payes les frais de cette stratégie-là agressive à long terme. Au début, peut-être que ça leur permet de grandir, mais tu le payes à long terme. Et à l'inverse, nous, on gagne à long terme les bénéfices de cette stratégie où on respecte chacun. Et on dit, bah, voilà, tu viendras quand tu seras prêt. Est-ce que justement, alors, sans parler de ce genre de services qui sont peut-être frauduleux ou non, d'ailleurs, on ne sait pas, mais bon, en tout cas, qui sont très douteux parce que dans tous les cas, t'as pas opt-in pour aller sur moncpf.info ou je sais pas quoi, donc ils n'ont pas à te contacter, c'est clair et net. Mais est-ce que justement les alternatives de coach en ligne, de formateurs en ligne, etc., est-ce que c'est vraiment une alternative à Live Mentor ou est-ce que tu penses que c'est une démarche qui est complètement différente? Alors, à quel service fais-tu référence exactement? Je sais pas. Par exemple, on est sur la création d'entreprise. On sait très bien qu'avec le CPF, il y a énormément de. Je sais pas. Vous ne faites pas réellement de la création d'entreprise aussi, de l'accompagnement en création d'entreprise. On fait de l'accompagnement sur une compétence utile pour créer sa boîte. D'accord. Bon, par exemple, ben voilà, il y a eu énormément d'organismes de formation qui se sont montés en 2021-2020 parce que la création d'entreprise, c'est un code CPF qui est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de certif, etc. Mais c'est pas leur démarche, en fait. C'est une opportunité pour eux. Toi, tu le fais avec une mission. Est-ce que justement, les gens qui font ça avec une démarche d'opportunité, tu penses que ça peut nuire à l'infopreneuriat de manière générale, ou est-ce qu'au contraire, les gens vont être attirés par, les gens qui vont être attirés par leur pub, dans tous les cas, ne seraient pas venus te voir? Comment tu vois le truc? Parce que moi, je me pose réellement la question par rapport à mon propre business, tu vois. Je pense que la qualité gagne toujours, tout simplement. Nous, on faisait cette activité avant le CPF. Les formations n'étaient pas finançables de Live Mentor pendant longtemps et les gens qui venaient nous voir et on se développait. Tu as dans toutes les industries certains petits malins qui essayent de jouer et tirent les ficelles. Ils ne dureront pas très longtemps, quelle que soit l'industrie. Ils ne dureront pas très longtemps. Moi, par contre, j'ai mis une règle dans ma boîte depuis très longtemps. On ne regarde pas les bandits. On ne regarde pas ce qu'ils font. Donc, tu vois, je me rappelle très bien, en 2016, on avait adopté Slack, donc l'outil de messagerie instantanée. Et j'avais quelqu'un de mon équipe qui avait partagé une vidéo faite par un clown sur YouTube, qui faisait une vidéo près de sa piscine pour raconter comment devenir multimillionnaire. Et je l'avais contacté en message privé. Je lui avais dit, attends, on va s'appeler tout de suite. Et au téléphone, je lui ai dit, tu refais plus jamais ça. Okay. Pourquoi? Parce que je sais que tu veux pas t'inspirer d'eux. Je sais que tu fais ça pour rigoler, mais c'est de la charge mentale. Et on n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même cour que ces personnes-là. On va pas regarder ce qu'ils font. C'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Ça vous intéresse pas. Tu veux des inspirations en pédagogie, je t'en donne. Tu veux des inspirations en marketing, on en donne. Tu veux des inspirations en produits, en développement web, technologie, on en donne. On regarde que les personnes qui nous inspirent. Le reste, ça n'existe pas. Tu supprimes des abonnements YouTube, tu supprimes des newsletters. Il faut pas regarder. Ok. C'est très clair. Comment dire ça? On a eu ce sujet quand on s'est appelé la première fois pour préparer l'épisode. Tu parlais en fait de ta boîte, de toutes les choses dont tu parles maintenant, mais on a commencé à parler de ce que tu préparais à titre perso. Et là, je le sors un petit peu sans transition, ça tombe un petit peu, mais on est obligé d'en parler. Tu as 200 personnes autour de toi qui bossent autour d'un projet commun que tu as initié avec du coup ton associé. Et à côté de ça, quel est ton projet des prochains mois? Est-ce que tu peux? En fait, je suis tombé sur le cul quand tu me l'as dit. Parce que pour moi, un mec comme toi, normalement, il doit pas avoir de cheveux, il doit pas dormir, il doit avoir des cernes comme ça. C'est juste pas possible. Et toi, c'est quoi les prochaines étapes de vie que t'es en train de démarrer là?
Alors, moi, je me suis mis il y a quelques mois aux arts du cirque. Et donc, j'essaye d'atteindre le niveau permettant d'être acrobate semi-professionnel. J'ai pas envie d'en faire un métier à temps plein. J'ai pas envie de quitter Live Mentor pour devenir professionnel de cirque. Mais j'aimerais avoir un niveau qui me permet de me produire des spectacles. Et j'ai envie de me dépasser là-dessus parce que j'ai un énorme respect pour cette discipline. Donc j'y consacre beaucoup de temps, mais tu sais qu'au final, je ne fais que suivre la voie de mon associé Anaïs, qui elle, depuis des années, fait du cheval, wow. Et il consacre beaucoup de temps. Je l'ai vu se lever à 4 heures du matin en semaine pour aller monter à cheval à 5 heures du mat au fin fond de la forêt. Elle en fait aussi beaucoup le week-end. Et c'est vrai que au-delà de, enfin, on se retrouve là-dessus, je pense, Anaïs et moi, sur le fait que une vie, ça doit être équilibré. Il faut pas qu'il y ait qu'une entreprise. Donc on bosse beaucoup. C'est clair. On n'a pas d'enfants, ni elle ni moi. Ça joue énormément. Mais on invite aussi les personnes de l'équipe à parler de ce qu'elles font à côté. Je suis très content que Baptiste Dodane, qui est donc la personne qui pilote notre activité croissance, notre département de croissance, chaque mois, en fait, il adore le cuisiner et donc il va bosser dans un resto. C'est pas, je crois pas que ce soit un resto étoilé, mais c'est un resto d'un assez haut niveau et il cuisine pour 40 personnes. Notre directeur financier, Mehdi Saoud, lui a une activité de conseiller en gestion de patrimoine à côté en freelance. On a des personnes qui, à côté de leur travail, organisent des formations en permaculture. On a des personnes qui ont une petite activité en freelance, des personnes qui ont des activités familiales. Enfin, voilà, ce en quoi on croit, c'est que tu apprends en fait de tout ce que tu fais. Et donc, bien sûr que on est passionné par notre mission et on bosse beaucoup et il y a plein de travail devant nous, mais on veut aussi montrer aux gens que si tu travailles avec intelligence, si tu recherches à t'améliorer tout le temps, ça t'épargne du temps pour tes passions personnelles. Et ce que tu apprends d'un côté, tu le réutilises de l'autre, même sans forcément le voir. Donc voilà, moi, je fais partie de cette dynamique-là et je passe du coup beaucoup de temps à New York parce que j'ai trouvé là-bas un écosystème pour m'entraîner qui me plaît beaucoup. Et donc, je fais des allers-retours entre la France et les États-Unis parce qu'en France, il y a les bureaux de Live Mentor et je veux voir l'équipe. Je trouve ça exceptionnel et franchement, félicitations, c'est vraiment top. Tu as toujours eu cette philosophie de ne pas t'oublier, de te payer, de pas forcément te payer en dernier? Non, pas du tout, ça c'est très nouveau. C'est très nouveau. Moi, enfin, si tu veux, mon parcours, je pense que de 2011 à 2017, 2017, il n'y avait absolument rien dans ma vie, à part mon entreprise. Absolument rien. J'avais pas de copine, je voyais plus beaucoup mes amis, je faisais très très peu de voyages, j'en ai pas fait pendant 5 ans. Le sport, ça n'existait plus. Les hobbies, les passions, ça n'existait plus. Je bossais du lundi au dimanche. Et à un moment, tu touches le fond, tu te rends compte que ça ne te permet pas du tout d'être efficace pour ton entreprise. Absolument pas. Et donc, petit à petit, tu intègres certains modèles mentaux. Tu intègres Pareto, que 20% de tes efforts font 80% des résultats. Déjà, quand tu as dit ça, tu te demandes, OK, mais c'est quoi les 20%? Tu deviens un peu obsessionnel de trouver ces 20%. Et en plus, ils changent. Ce n'est pas les mêmes 20% au début de l'année, à la fin de l'année, ou d'une année sur l'autre. Et donc, c'est un parcours que moi, j'ai développement personnel, en fait, qui m'a pris plusieurs années et qui n'est pas fini. Je pense que c'est une pratique, en fait, qui doit se raffiner tout le temps, de trouver quel est le bon cadre pour toi en tant qu'entrepreneur dans ton entreprise. Et au début, tu as plein de croyances qui te sont tombées sur toi, sur ce qu'est un dirigeant et sur ce qu'on attend d'un dirigeant en termes de style de vie. C'est complètement faux, en fait. Il n'y a pas un style de vie. Il y a le style qui te convient à toi dans ton entreprise. Et ça, tout est possible, en fait. Il faut juste comprendre les conséquences de ces choix, simplement. Et justement, cette histoire d'étiquette de dirigeant, etc., toi, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Montessori. Ouais. Comment tu vois le truc? Comment tu vois Live Mentor une fois que toi, tu seras passé à autre chose? Une fois qu'admettons, tu seras plus, ça sera plus
je sais pas, imagine tu as 90 ans, tu te dis bon, je prends enfin ma retraite et du coup à quoi ressemblera le Live Mentor une fois que ce sera plus toi qui portera l'étiquette. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce genre de choses-là? Je trouve que déjà je la porte plus. Je trouve qu'aujourd'hui cette étiquette, on est 100 personnes en CDI et 100 personnes en freelance à la porter. Alors évidemment, je joue un rôle quand même, mais je crois que le chemin, en tout cas, qu'on essaie de prendre, c'est un chemin où notre pédagogie est de plus en plus structurée. Et elle doit être structurée à la fois dans notre process de formation des mentors, dans nos process internes, dans nos centres d'entraînement. Je pense qu'on a vraiment intérêt à continuer de publier des livres détaillant notre pédagogie pour l'ancrer, pour la mettre par écrit. Sinon, elle n'existe pas, c'est que des paroles. On a aussi énormément de choses à faire dans notre plateforme technologique, notre plateforme d'apprentissage. Par exemple, aujourd'hui, donc il y a des échanges dans une messagerie, je t'en parlais, qui permettent aux personnes pendant 3 mois d'être soutenues, d'envoyer un message, d'avoir une réponse, ou une note vocale, d'envoyer une pièce jointe. On pourrait imaginer qu'on ajoute dans cette plateforme des fonctionnalités spécifiques pour faire certaines choses. Pour, par exemple, rédiger un business plan, pour visualiser un modèle économique directement dans la plateforme, pour écrire ce qu'est un persona. On pourrait dire, voilà les savoir-faire que n'importe quelle personne qui lance son entreprise doit maîtriser, et on a, dans la technologie, un moyen pour le faire. Voilà, ça c'est les choses qu'il faut faire d'ici les 90 ans que j'espère atteindre. Ok. Si maintenant, tu pouvais maîtriser une compétence, celle que tu veux, en un claquement de doigts, sans avoir à faire les efforts, etc. nécessaires, ça serait quoi? Si tu avais le droit vraiment de hacker le truc et d'avoir la connaissance ultime, ça serait laquelle? Et pourquoi? Et ça, je réponds pas à cette question parce qu'elle est complètement opposée à ma vision de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est dur. C'est dur. Ça fait mal. C'est la dure vérité que personne veut réaliser, mais c'est que ça fait vraiment mal. C'est pas rigolo d'apprendre. Alors, tu vas justement avoir tout un discours, par exemple, de masterclass.com, tu sais, des applications de lecture rapide. Oui, c'est super sympa, vous pouvez faire ça dans le métro, etc. Mais eux, leur cœur de métier, c'est pas l'apprentissage. C'est la sensation d'apprendre. Mais t'as pas vraiment le bénéfice intermédiaire, exactement. Ouais. T'as pas vraiment appris. Pour vraiment apprendre quelque chose, il faut aller dans le dur. Il faut souffrir. Il faut essayer, ça marche pas, tu réessayes, ça marche pas, tu réessayes, ça marche pas. Et donc, c'est pour ça que les notions d'alignement, de vision, de mission, elles sont super importantes. Et nous, on fait un gros travail quand on a les personnes au téléphone pour leur inscription en formation, pour sentir où elles en sont, tu vois, dans ce niveau d'alignement, dans ce niveau de motivation intrinsèque. C'est cette motivation qui va te permettre de t'accrocher et de te dire, OK, même si c'est dur d'apprendre à faire mes finances, même si c'est dur d'apprendre à recruter quelqu'un, même si c'est dur d'apprendre à faire du copywriting, bah, ça vaut le coup que je m'y mette. Et après, quand tu commences à avoir des succès, c'est cumulatif. C'est pour ça que c'est important d'intégrer une communauté d'entrepreneurs qui te motive, qui fait que ça devient un peu moins difficile parce que tu te sens pas seul. Parce que tu vois des gens qui sont juste au-dessus de toi et tu te dis, mais je vais atteindre ce niveau-là. Mais tu crois que moi, quand je suis en train d'apprendre le trapèze, je m'éclate en ce moment? Ah non, hein, quand j'ai commencé mes premiers cours, j'avais les mains en sang, j'avais le beau mettre autant de magnésie possible, bah, j'avais quand même les mains en sang. Je me sentais complètement nul par rapport aux autres. Et il y a beaucoup de fois où je me sens encore complètement nul. Je me fais engueuler par le prof parce que je sais pas faire mes pointes de pied, parce qu'à côté, je prends des cours de ballet. Bref, c'est dur. Mais bah, là, je vois qu'en quelques mois, j'ai appris des choses. Donc, mais est-ce qu'on doit tout apprendre? Est-ce qu'on doit forcément tout apprendre? Non, il faut surtout pas tout apprendre. Mais en tout cas, l'idée qu'il va y avoir un génie qui arrive et qui te donne une compétence, ben, je refuse, tu vois, de l'avoir en tête parce que ça n'existera pas et parce que ça te fait imaginer qu'il y a des raccourcis. Et ça, c'est pas terrible. Je comprends tout à fait. Mais il y avait ce côté où, moi, si par exemple, on me posait la question, il y a des choses que je veux apprendre en un claquement de doigts, enfin que je veux pouvoir maîtriser en un claquement de doigts, parce que justement, je ne veux pas les apprendre. Je ne veux pas passer de temps. Parce que apprendre, ça peut être aussi du plaisir. C'est pas forcément que de la souffrance. Et prendre du plaisir, apprendre un truc qui nous passionne, je trouve ça également un petit peu intéressant. Mais il y a des choses sur lesquelles je veux pas passer une seconde de mon temps, tu vois.
Mais je comprends ton point. Et du coup, si tu pouvais te réincarner en une personne ou en ce que tu veux, comme ça, si vraiment tu avais un modèle, tu aurais voulu être à la place de cette personne. Tu as 24 heures, tu peux choisir qui tu veux. Ah, c'est rigolo, je t'avais prévenu, elles sont tirées par les cheveux, les questions. Hein. Je t'avais prévenu avant. Hein. C'est rigolo. Mais moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Alejandro Jodorowsky, qui est donc metteur en scène, réalisateur, qui a créé une bande dessinée et qui est aussi tarologue. C'est quelqu'un qui est encore vivant, qui a plus de 90 ans, qui vit sur Paris, qui est chilien à la base. J'adore son parcours parce qu'il a changé plusieurs fois complètement de vie, de domaine. Il est passé de metteur en scène à réalisation, à finalement tarologue. Bon, en plus, moi, j'aime le tarot, donc j'achète tout le temps des jeux de tarot. Et c'est une spiritualité que je trouve passionnante. Donc, je suis aussi sûrement influencé par ça. Mais essentiellement, j'aime bien l'idée de me réincarner dans quelqu'un qui a pris des risques dans sa vie et passé d'un domaine à l'autre, à oser recommencer tout en bas. Tu as une carte notamment dans le tarot, mais là, on va tomber sur la spiritualité. Vas-y. C'est trop perché, mais tu as une carte que j'adore, qui est la roue de la fortune. Je ne sais pas si tu as déjà fait le tarot de Marseille, mais en gros, c'est une carte des singes qui sont sur une roue et ils tournent autour de la roue. Et cette carte, elle symbolise que dans la vie, tu as inévitablement des phases d'ascension et puis des phases de descente, des phases de prospérité, des phases d'austérité, des phases où tu enseignes, des phases où tu apprends. Et il faut apprendre à aimer ce cycle. Et moi, alors un élément dont on n'a pas forcément parlé dans mon parcours, mais durant les premières années de Live Mentor, et puis encore aujourd'hui, mais j'ai dû lever des fonds. Quand tu lèves des fonds, il se passe quelque chose d'assez drôle, c'est que tu rencontres des gens très riches. Des gens qui ont plein de sous. Moi, je viens pas d'une famille qui a plein de sous. Je viens pas d'une famille qui était à la rue, mais dans ma famille, personne n'a 1 million d'euros sur son compte. Ou même 500 000 euros. Tu vois, même, bon, bref. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a non pas les chiffres que je viens de mentionner, mais qui a 100 millions d'euros sur son compte, il se passe des choses très drôles parce que tu regardes si cette personne est heureuse ou pas, et pas forcément. Et tu rencontres des personnes qui, en fait, ont à un moment eu des grands succès, en tout cas sur la partie financière, mais ont arrêté d'apprendre complètement. Et moi, j'adore une philosophie complètement opposée, qui est celle de la roue de la fortune, où tu fais tourner la roue, quoi, et tu acceptes de redescendre en bas. Voilà. Donc, j'ai un peu dérivé, mais donc, Jodorowsky pour te répondre. Ok, bah c'est top. Mais du coup, je crois que je viens d'avoir mon intro. Le fameuse roue de l'apprentissage, on donne, on reprend, etc. Je crois que tu viens de me la faire et je crois que ce sera ça l'intro. Je viens de me le noter sur le carnet, donc c'était cool. Et du coup, si tu devais choisir une erreur que tu aurais fait toi personnellement ou Live Mentor, mais qui a été la plus bénéfique possible, est-ce que tu sais mettre le doigt sur une période, une erreur? Ah, c'est une bonne question. Alors, Live Mentor n'a pas toujours été notre nom. On avait un autre nom avant, qui était Hello Mentor. On s'est fait attaquer en justice par une série télévisée qui s'appelle Il était une fois la vie, la série avec le vieillard qui a une barbe blanche sur le corps humain. Et ils avaient un nom qui était proche, qui n'était pas le même, mais qui était proche. Bon, on se fait attaquer, on nous dit qu'on doit changer de nom, on parle à un avocat, l'avocat nous dit mais on va les éclater, prenez-moi en avocat, 1 procès, 2 procès, 3 procès, on perd. Ça a duré plus d'1 an cette affaire. On a perdu des sous pour l'avocat, on a dû changer de nom, on n'a pas dû payer l'autre entité, c'était injuste, le jugement était injuste. Mais ce qui était surtout stupide, c'était qu'on passe du temps sur ce combat. Il faut savoir choisir ses combats. On n'aurait pas dû choisir ce combat. À l'époque, notre nom, personne ne le connaissait de toute façon. Donc on change, il n'y avait aucun enjeu. Mais nous, on se disait, attends, c'est notre truc, faut qu'on le garde. Donc cette erreur, moi, ça m'a permis d'avoir, j'espère, un peu plus de lucidité sur qu'est-ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui ne compte pas du tout. Et si il se passe un truc injuste, un truc dramatique, mais sur quelque chose qui compte pas, et ben allez, on passe à autre chose et vite, quoi. La vitesse, la rapidité, ça compte beaucoup. Et ça, tu arrives à le déléguer, ce genre de prise de décision?
Est-ce que vous êtes aligné avec ton associé? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire sans toi te court-circuiter? Non, mais il y a plein de gens dans l'entreprise qui prennent des décisions. On veut surtout pas avoir une structure verticale où chaque information doit être validée par Anaïs et moi. Ça, surtout pas. Enfin, on nous deviendrait complètement fou. Et puis surtout, on ferait plein d'erreurs. Donc non, là, on est en train d'aller encore plus loin justement de cette stratégie dont je parlais, la stratégie Lean, où tu remontes les problèmes, tu prends des décisions à partir des problèmes et pas à partir de l'envie d'un tel ou d'une telle, où tu mets les équipes ensemble sur des projets communs. Ça compte énormément. Donc, et il y a aucun point où justement tu n'es pas encore, où tu es encore trop attaché, où justement il y a des points sensibles où justement la décision n'est. La communauté, c'est dur. La communauté, c'est un sujet où c'est dur de structurer une équipe autour de ce point-là parce que personne n'apprend à créer des communautés et à les animer. Donc moi, je suis encore en finale assez actif dans la communauté Live Mentor. Et le Covid m'a fait mal. Le Covid a saccagé tout le plan qu'on avait pour faire des événements locaux. Ça a été dur. C'est mis un vrai coup au moral. Et je pense que là, on doit justement se concentrer sur la constitution d'une équipe dédiée à la communauté, relancer les événements en prenant en compte évidemment les contraintes qu'impose la situation sanitaire. Mais c'est un sujet sur lequel je dois passer du temps. Ok. Et toi, du coup, dans ton quotidien, c'est quoi? Tu progresses comment? Alors bon, tu t'entraînes beaucoup par rapport à ton projet perso, mais dans ton dev perso et dans ta carrière d'entrepreneur, comment tu progresses? Livre, formation, mentor, coach. Ok, très basique, très simple. C'est très simple, mais il faut le faire. Exactement. Là, en ce moment, avec mon associé Anaïs, on est en train de recruter un coach, un nouveau coach. On a déjà bossé avec plusieurs coachs dans le passé, mais là, on recrute un nouveau coach pour nous accompagner tous les deux. On veut le même. Là, super. Je viens d'inscrire 9 personnes de mon équipe à une formation. En septembre, j'en inscrirai à peu près le même nombre à une autre formation qui commencera en novembre. J'offre des livres à pas mal de personnes de l'équipe. Dès que quelqu'un veut progresser sur un sujet, on essaye de se creuser la tête pour se demander quel est le bon livre pour cette personne et on lui offre. Les réponses, quelqu'un les a, toujours. Toujours quelqu'un qui les a. Il faut juste trouver la bonne personne ou le bon livre ou la bonne formation. C'est top. Est-ce que tu as une idée de la suite pour toi? Les prochaines étapes à court, moyen terme? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le plan? Le plan, c'est de continuer d'avoir cette obsession de la qualité. Continuer d'essayer de créer une expérience qui surprend, qui émerveille. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte qu'on commence à envoyer quelque chose par la poste à chaque personne qui commence une formation, lui envoyer un livret, lui envoyer des cadeaux, lui envoyer quelque chose qui casse justement la distance que crée le digital. J'ai hâte qu'on puisse proposer à chaque personne qui rejoint une formation de rejoindre un événement local avec des gens de la communauté. J'ai hâte qu'on puisse permettre à des personnes, il y a notre plateforme d'apprentissage en ligne, notre technologie, de suivre la formation à 2 ou à 3 et d'être accompagné par le même mentor. J'ai hâte qu'on déploie ces formations sur l'amélioration personnelle pour aller au bout de notre mission et expliquer que il y a l'entrepreneuriat, mais outre la création d'entreprise, il y a plein d'autres manières de se réaliser et que la vie, c'est plus sympa si on apprend des compétences concrètes qu'on peut mettre en action dans sa semaine. J'ai vraiment hâte aussi de voir jusqu'où on peut aller dans cette communauté qui s'entraide. Aujourd'hui, on a de manière très diffuse, sans qu'on ait rien mis en place, des membres de la communauté qui proposent des missions en freelance à d'autres membres de la communauté, ou des personnes qui se recommandent des partenaires, ou des personnes qui s'aident sur des outils. Je pense que là-dessus, on a vraiment un vivier de richesse collective, d'intelligence collective immense. Et c'est notre responsabilité de le mettre en place. C'est pas facile. Parce qu'on a une communauté qui commence à être très grande et donc il faut la sous-diviser en micro-communautés, mais voilà, on va travailler dessus. C'est top parce que à plein de moments, on se sent un petit peu arrivé
Et toi, avec tes 200 collaborateurs, tes projets de vie à travers les continents, etc., tu nous dis que tu nous sors en tout un tas de projets. Et je trouve ça génial et en tout cas très inspirant en ce qui me concerne. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent aussi vont prendre conscience de ça. Pour te retrouver, du coup, Live Mentor, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Comment... Livementor.com, c'est pas mal. Il y a tout ce qu'on fait est présent dessus. Vous pouvez trouver le livre, le magazine, les différentes formations, évidemment. Parler à quelqu'un de l'équipe pour avoir un diagnostic sur votre projet. Et moi, à titre personnel, c'est un sujet qui me concerne que moi. J'utilise beaucoup LinkedIn. Je trouvais un super outil. Ou sinon, directement par mail sur alexandre@livementor.com. C'est top, tu laisses même ton mail, c'est top. Je voulais, avant qu'on... Moi, j'adore les emails, hein, faut pas hésiter à m'écrire. Très bien, très bien. Après, il dit pareil pour les SMS, et quand on lui envoie, il nous met en spam. Hein. Vous avez remarqué, je vous laisse revenir quelques minutes plus tôt. Non, le spammez pas pour le CPF. Dans tous les cas, il a pas de CPF, il est dirigeant. Moi, j'ai très peu de CPF aussi. Je voulais passer, Alex, profiter de ta venue pour passer un bonjour à Mathilde de ton équipe, qui a été une de mes mentors quand j'étais client chez toi, il y a quelques années maintenant. Et donc, du coup, j'avais fait un programme, je crois que c'était sur le copywriting. Et j'avais beaucoup aimé Mathilde. Et donc, si elle écoute, je lui passe le bonjour. Voilà. Mathilde Avenatti? Exactement. Excellente mentor. Voilà. Elle est top. On la salue tous les deux. Et moi, c'est pareil, tu vois, le Covid, là où ça a été horrible, c'est que ça crée aussi une distance avec ton équipe, en fait. Tu vois pas ton équipe. Et moi, les mentors, j'avais l'habitude de les voir beaucoup plus avant le Covid. Et ça, bon, faut que ça change. Là, maintenant, j'en ai marre. Là, il faut qu'on se revoie tous. C'est plus possible. En décembre, ici, c'est pareil. J'ai posé, la veille de Noël, j'ai appelé tout le monde. On est une petite vingtaine. Et le lieu où j'enregistre là, donc on est à Bordeaux, j'ai proposé aux gens de l'équipe qui ne sont pas bordelais d'origine, justement de revenir dans leur région natale et qu'on arrête les bureaux. C'était une proposition que je leur faisais, puisqu'on avait fait une super année en télétravail. Donc je me suis dit, pourquoi ce serait pas notre norme? Peut-être que ça vous ferait plaisir. Il y a absolument personne qui a voulu qu'on arrête le projet bureau, etc., espace de vie. Donc on l'a encore amélioré. Et en fait, c'est hyper important. Nous, on n'a pas de remote, enfin très peu. Et du coup, ouais, ça nous a manqué. Et ça fait du bien de se retrouver un petit peu, en espérant que ça puisse perdurer un petit peu, encore un petit peu. Ouais. Alex, une fois de plus, merci beaucoup. C'était top. Je suis vraiment content d'avoir fait cet épisode et merci de m'avoir fait confiance, d'être venu assez tôt dans le projet de ce podcast-là. Et donc, ouais, vraiment, c'est top. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser bientôt. Écoute, avec grand plaisir, merci beaucoup. Et c'est une super question que j'ai pas l'habitude d'entendre, donc c'était très agréable. C'est top. À bientôt, Alex. Ciao.